Je viens du monde politique au départ et j'avais pris conscience en fait du fait que l'Afrique, en tant que tout, hein, en tant que continent, en tant que problématique, n'était pas prise au sérieux par les responsables politiques avec lesquels je travaillais, notamment depuis 2011. J'ai travaillé au Conseil de Paris, dans des conseils régionaux, au Parlement européen, et avec un certain nombre de décideurs. Et je me suis aperçu que de gauche comme à droite, finalement, les problématiques qui relevaient du continent africain en France étaient un petit peu en dessous des radars. Et donc, je me suis spécialisé au fur et à mesure sur l'économie de ce continent, sur les relations entre la France et l'Afrique. Et j'ai publié extrêmement souvent dans les Échos, dans la revue Conflit. J'ai aussi été invité dans des écoles de commerce africaines et françaises, notamment l'ESSEC en France, pour faire des conférences sur les liens entre la France et l'Afrique et le devenir des relations entre la France et l'Afrique. Le continent africain, en particulier la zone franc, par exemple, dépend 40%, le 40% de leur commerce dépend des Européens, 20% des échanges des pays africains sont en Afrique et le reste est avec le reste du monde. Donc, les investissements des entreprises européennes sont parmi les premiers sur le continent africain. Donc, il y a d'abord une dépendance financière, commerciale, il y a une dépendance monétaire. Donc, 60% du continent africain est polarisé par le dollar, 40% est polarisé par la monnaie européenne, l'euro. Vous n'avez pas de monnaie complètement souveraine, si on peut dire, de monnaie qui ne dépendent ni des fluctuations du dollar ni de l'euro sur le continent africain. Même d'un point de vue militaire, d'ailleurs, la présence de l'armée française au Sahel ou en Afrique de l'Ouest, on peut penser même à Djibouti avec d'autres puissances, est nécessaire, elle est contestée parfois, mais elle est nécessaire pour stabiliser les rapports de force qu'il y a en ce moment en Afrique subsaharienne. Et donc, il est absurde de supposer qu'on pourrait se passer l'un de l'autre pour des raisons économiques pour les uns, surtout pour l'Afrique, ou pour des raisons sécuritaires pour les autres. Et là, je pense surtout aux Européens, qui ont qualifié depuis longtemps maintenant leur arc de crise comme étant quelque chose, un enjeu finalement de menace, un arc de menace qui borde notre continent européen, de l'Afrique au Moyen-Orient. Donc on est dans une situation d'interdépendance et a priori c'est parti pour rester. Je vais renverser votre question. Qu'est-ce que les Européens pourraient attendre des Africains pour mieux travailler, si vous le permettez? Parce que j'ai une réponse immédiate qui est de la clarté. Vous avez, de la part de beaucoup de responsables africains, dans les coulisses, une très grande clarté quant aux enjeux économiques, financiers et militaires qu'il y a avec l'Europe, entre l'Europe et l'Afrique, entre la France et par exemple les pays de la zone franc. En revanche, quand on sort des coulisses, dans les meetings présidentiels ou alors dans certaines radios, on entend beaucoup de rumeurs qui sont répétées sur notre territoire national de la part d'un certain nombre de partis politiques même. Et ces rumeurs ne décrivent pas la réalité. Ces rumeurs décrivent une sorte de mythe, de fantasme, selon lequel la France continuerait, pour des raisons fallacieuses, à être une puissance, après avoir été une puissance coloniale, à être une puissance néocoloniale depuis les années 60. Et finalement, il y a cette rumeur qui est dans beaucoup de pays, et pas seulement des pays de la zone franc d'ailleurs, qui est que finalement la richesse et la prospérité de la France reposeraient d'abord sur les richesses africaines. Et ça circule énormément. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme, c'est ce qu'on a appelé aussi la France-Afrique, c'est cette nouvelle définition de la France-Afrique. Vous savez bien que dans les années 60, il y avait une définition positive de la France-Afrique qui avait été créée par Félix Houphouët-Boigny. Elle a changé, cette définition, depuis les années 90, et c'est devenu une manière de faire croire que la France, finalement, aurait toujours un intérêt à piller les pays africains. Donc de la clarté. La question de la Chine est d'abord économique. Il y a un sujet culturel, mais elle est d'abord économique et commerciale, et financière, bien sûr, avec le cas des dettes publiques. Depuis les années 2000, c'est ça qui est gênant, je vais dire, avec l'arrivée de la Chine sur le continent africain. Non pas qu'elle commerce avec le continent africain, ce qui est une bonne chose, mais c'est que depuis les années 2000, la Chine a nourri une grande partie de sa croissance intérieure grâce à des matières premières africaines. Et donc, on a vu les importations de produits bruts africains
se décupler depuis les années 2000 et une balance commerciale déficitaire pour les pays africains. C'est la balance commerciale la plus déficitaire pour les pays africains. Autrement dit, la Chine a contribué à faire en sorte que l'Afrique reste prisonnière de ses matières premières. Et de la même manière, en bâtissant cette prison dorée d'une certaine manière, la Chine a conduit aussi les pays africains à faire beaucoup de déficits et donc à créer une sorte de dépendance, notamment à travers les dettes publiques envers la Chine, qui est maintenant leur premier bailleur de fonds. Donc maintenant, la Chine-Afrique, je dirais, pour répondre sur le premier sujet, la Chine-Afrique est donc la plus grande source de dépendance financière d'un côté, commerciale de l'autre, pour les pays africains. Et c'est aussi une manière, la manière qu'a la Chine de commercer avec l'Afrique, on l'a dit, les empêche de se transformer économiquement, les empêche de s'industrialiser et les laisse englués dans un modèle qui ne leur permet pas de se développer. Le cas de la Russie n'a rien de financier, rien de commercial, rien de monétaire. Il est purement militaire et diplomatique. La Russie a le PIB de l'Espagne. La Russie ne fait pas ou très peu d'aide au développement. Ce qui se passe avec la Russie, c'est que la Russie intervient dans des théâtres d'opération où les États ont failli. Je pense à la République centrafricaine, je pense récemment au Mali, où on a vu Wagner arriver et on a vu aussi un accord de coopération militaire avec la Russie se faire avec la nouvelle junte. Puis, je pense aussi au récent coup d'État au Burkina Faso, qui a été suivi quelques jours après d'une proposition du parrain du groupe Wagner de venir former les soldats maliens. Moi, ce que j'observe, c'est qu'en réalité, la Russie se nourrit de l'instabilité croissante qu'il y a en Afrique subsaharienne pour finalement placer ses pions et pour essayer d'influer surtout sur l'Europe, finalement, en étant à leur porte, aux portes de l'Europe, et en profitant de régimes faillis qu'elle n'a pas les moyens de relever, mais qu'elle a les moyens de maintenir, tout simplement en leur donnant une reconnaissance internationale et en leur fournissant des armes pour pouvoir se défendre. Donc la Russie contribue, elle aussi, à une forme de désordre africain eh bien, en validant d'une certaine manière les coups d'État qui fleurissent en ce moment et en se nourrissant de l'instabilité permanente. Donc c'est deux sources d'instabilité, sécuritaire pour la Russie, financière et commerciale pour la Chine.